Voilà, donc notre académie a été la cheville d'ouvrière pour l'organisation de cet atelier sur la laïcité en collaboration avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, vous avez pu entendre à travers les différentes interventions l'intérêt que que cette thématique suscite et à la fois la largeur, l'actualité et la complexité de ce thème qui est d'intérêt pour tout le monde, pour à la fois les chercheurs, les autorités et la société civile. Donc on espère qu'au cours de ces 3 prochaines journées, on aura l'opportunité de creuser davantage sur le concept lui-même, dans sa réalité universelle comme dans sa réalité nationale. Et donc on espère qu'on aura des recommandations et des conclusions qui pourront être d'utilité pour à la fois le pouvoir politique, enfin, les autorités administratives et bien sûr pour toutes les composantes de la société. Oui, bon, écoutez, c'est difficile d'anticiper de façon tout à fait précise sur les recommandations, mais l'objet de cet atelier qui est un espace ouvert d'échange et de partage de connaissances, je pense nous permettront de repréciser ce que signifie la laïcité dans le contexte dans lequel on vit, quels sont ses atouts et quels sont les dangers éventuels, je dis bien éventuels parce qu'on ne peut pas anticiper, auxquels elles pourront être confrontées. Mais je pense que le directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur a réellement bien campé le contexte dans lequel ce concept a été construit, enfin, a évolué, a été construit dans les différentes constitutions que nous avons eues et qui nous ont permis de vivre de façon tout à fait utile et paisible entre toutes les communautés qui sont concernées. Vous avez... Absolument pas du tout. Je pense que quand les concepts sont clairement définis et quand c'est clairement compris, au contraire, je pense que ça permet de mieux anticiper et de gérer éventuellement. On est dans un contexte où on ne maîtrise pas à l'avance les potentielles dérives qui peuvent surgir. Donc, mieux vaut se préparer et être dans une position où on est très clair sur ce que ça signifie, quoi. Nous avons répondu favorablement à l'invitation de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal pour espérer récolter in fine à l'issue de ces 3 jours de réflexion quelques enseignements et recommandations pour mieux appréhender ou bien pour mieux organiser les relations entre l'État et les différents acteurs religieux. Le concept de laïcité va être revisité à l'aune du nouveau contexte sécuritaire. Et tout le monde sait que le discours qui accompagne surtout la mise en œuvre de ce vécu ou bien de ces activités religieuses intéresse au plus haut point l'État du Sénégal, le ministère. D'autant plus que notre histoire a forgé ce vécu-là, que nous avons certes hérité de l'extérieur, mais que ce concept de laïcité nous a permis de sauvegarder la paix civile, de renforcer la cohésion entre les différentes communautés et d'assurer une certaine relation de collaboration entre acteurs religieux et acteurs étatiques. Nous espérons donc à l'issue de ces ateliers avoir quelques recommandations, de ce creuset de savoir, de cette entité qui regroupe des sommités universitaires, ces experts compétents dans tous les domaines du savoir,
pour mieux éclairer l'action de l'État concernant les relations avec les acteurs religieux et pour mieux fonder notre modèle de laïcité au Sénégal. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de la part du professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et notre présence en tant que ministère de tutelle, mais là en collaboration avec celui de l'Intérieur, se justifie dans le fait que nous sommes dans un espace académique, donc d'enseignement supérieur et de recherche. Et je voudrais à ce propos, et je l'ai dit dans l'allocution que j'ai eu à prononcer, que cette discussion autour d'un thème majeur qui nous aide et qui vient compléter la structuration politique, sociologique, religieuse et économique de notre pays autour de la laïcité arrive à un moment où le chef de l'État, qui l'avait commandé, vient de recevoir les premières moutures d'un plan national stratégique pour la recherche et l'innovation, dans lequel figure un organisme qui va s'appeler l'Observatoire national à côté d'un conseil national. Et dans l'Observatoire national, il y a une branche précise parmi les 5 qui va porter sur société, économie, éducation, droit et développement. Donc c'est le message que j'étais venu porter sur le plan institutionnel dans le cadrage de ces réflexions qui sont appelées à devenir de plus en plus puissantes, de plus en plus visibles, de plus en plus concrètes. Parce qu'une recherche n'a de sens que ces résultats puissent être appliqués dans tous les domaines. Il se trouve que là, on est dans les sciences sociales. Et dans beaucoup de pays, ces sciences dites sociales sont un peu le parent pauvre de la recherche, alors qu'elles sont fondamentales. Vous avez une société avec des chercheurs dans les autres domaines techniques, mathématiques, scientifiques et biologiques, et que les sciences sociales qui ont trait à l'humanité, à la psychologie, à la société, à la culture et à la religion, quand elles ne sont pas prises en compte, on va vers un échec criard. Je peux vous donner l'exemple récent de la lutte contre la pandémie du Covid, qui a été moins efficace dans ses aspects de prévention, parce que les sciences sociales sont venues un peu comme le dernier wagon du train. Alors que quand vous prenez l'exemple de la lutte contre la poliomyélite, dès le début, les scientifiques sont allés voir les religieux, les Badenougor et autres pour expliquer la problématique. Et tout de suite, on a eu une adhésion massive des populations à la vaccination des enfants contre la poliomyélite, ce qui fait qu'on a fini par atteindre l'éradication de la poliomyélite dans la plupart des pays africains. Donc, ça peut se résumer dans l'adage « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », mais quelles que soient les sciences, si la société, avec toutes ses composantes, ici on parle du rôle de la religion dans nos actions, dans nos réflexions, dans nos politiques, elle est fondamentale et elle doit être structurée dès le plus bas âge, en collaboration puissante avec tous les acteurs dans le domaine, de manière saine, bien établie, respectant nos cultures, apprenant de l'universel dans un humanisme clairvoyant, mais adapté à nos réalités socio-économiques. Je l'aborderai d'une autre manière. L'homo sénégalensis est fondamentalement spirituel. Et quand vous revisitez l'histoire de notre pays, vous ne trouverez aucune trace de source d'extrémisme. Il n'y en a pas. La religion est venue de manière naturelle s'accommoder à nos réalités culturelles locales. Et vous revisitez toute l'histoire
des implantations religieuses dans notre pays, ça a toujours tourné autour de la paix, de la notion de travail à la sueur de son front, de la notion de solidarité bien structurée qui fait que le plus nanti est naturellement le moins nanti, avec une éducation coranique qui ne s'est pas limitée à simplement réciter les textes saints ou la Bible, mais une éducation au travail, une éducation philosophique, une éducation économique. Si vous reprenez, si je prends l'exemple des confréries islamiques, que ce soit dans le tidjanisme, le mouridisme, chez les Niassènes, chez les Layènes, la notion d'éducation, de respect, d'organisation, du travail et de paix sont les fondements de la réalité religieuse dans notre pays. Vous prenez nos amis catholiques et chrétiens, dans les églises, dans les chapelles, c'est aussi le même message de travail, de respect, d'amour du prochain, en corrélation avec ce que les livres, c'est-à-dire la Bible et le Coran pour ce qui nous concerne, nous enseignent. Donc, si on se base sur cela, si on se base sur notre culture, si on se base sur des siècles d'éducation, rappelez-vous de l'université de Pire, rappelez-vous de tout ce qui s'est fait à travers les Dara, et prenez en compte l'initiative formidable récente du calife des Mourides pour créer une université à Touba. On n'y parle que de paix, de travail, de développement et de respect. Donc on n'a aucun complexe à avoir vis-à-vis de qui que ce soit de l'étranger, tout en respectant l'étranger. On y apprend beaucoup pour bien structurer notre jeunesse et notre population dans ces axes-là. Je peux vous garantir que l'exemple sénégalais est un exemple exportable partout dans le monde. Nous n'avons aucun complexe à pouvoir nous glorifier que pendant des années et des années, ce pays a été dirigé par un couple de chrétiens avec Senghor. Ensuite, un couple de musulmans mariés à une chrétienne. Un troisième couple de musulmans mariés à une chrétienne qui dirigeait 95% de la composante musulmane de ce pays. C'est un pays exemplaire. Dans les familles, vous allez trouver, si je prends l'exemple de la famille du cardinal Tchandoum, la moitié de sa famille est musulmane, l'autre moitié est chrétienne. La grande mosquée de Saint-Louis est une ancienne église qui a été transformée en mosquée. Le clocher s'y trouve toujours. Vous trouverez dans la même ville de Saint-Louis beaucoup de familles. Vous avez deux prénoms, Abdoulaye Chimère, Ibrahima Pierre, Fatou Rose. Mais c'est un exemple de cohabitation naturelle entre les confréries, les religions, notre culture, notre tradition, qui sont là depuis des années et des années. Je crois que les médias ont un rôle puissant à jouer pour que ceci puisse être mieux vulgarisé, mieux enseigné, afin que nous en soyons fiers et que nos enfants soient rendus très solides, parce qu'ils vont affronter un monde très hostile, où la religion est banalisée et même dévoyée. Et le schéma sénégalais, qui a donné des fruits majestueux dans tous les domaines, est quelque chose pour lequel je crois que les médias et vous, la presse, avez un rôle d'éducation, de vulgarisation que vous devez jouer